La peau est le plus grand organe du corps. Elle recouvre toute notre surface, représente en moyenne 2 mètres carrés et pèse plusieurs kilos. Elle assure des fonctions vitales, barrière contre les UV, les microbes et les traumatismes, thermorégulation et maintien de l'équilibre hydrique, ainsi que la sensorialité via un réseau nerveux riche. Dans cet épisode, nous allons parler de peau, mais pas que. Et si elle nous protège au quotidien, elle peut aussi souffrir, notamment des effets des traitements du cancer. Aujourd'hui, nous parlons de cancer et plus précisément de la prise en charge des toxicités cutanées chez les patients traités pour un cancer. Alors quand on parle de toxicité cutanée chez les patients traités pour un cancer, on fait référence vraiment à l'ensemble des effets indésirables qui touchent la peau, les ongles, les cheveux ou les muqueuses en réaction au traitement. Ces effets sont fréquents, parfois très visibles, douloureux, voire invalidants, et ont un impact direct sur la qualité de vie des patients. Il y a plusieurs façons complémentaires de l'aborder. Comment c'est ressenti par les patients, comment faire de la prévention, comment on accompagne. Je suis ravie de rassembler autour de la table 3 invités pour en parler. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Laure Guéroux-Acolas, fondatrice de Mon Réseau Cancer, un écosystème qui s'adresse aux patients et aux proches aidants, ancienne patiente de formation pharmacienne, le docteur Jean-Mathieu L'Orphelin, dermatologue et oncodermatologue au CHU de Caen, spécialiste des effets indésirables des traitements de cancer. Et c'était d'ailleurs le sujet de votre thèse, docteur. Exactement, enchanté, ravi d'être ici. Et Alexandre Coutet, directeur médical chez Pierre Fabre, un groupe engagé depuis la fin des années 80 sur les problématiques de peau, de traitement contre le cancer, plus généralement d'oncologie. Avec Aven et Ducré, Pierre Fabre a initié le programme Act for Skin pour prévenir et accompagner ces toxicités cutanées tout au long du parcours de soins. Alors à tous les 3, bienvenue dans Cheminement. Merci. Merci beaucoup. Je tiens à préciser que cet épisode est enregistré dans le cadre de la première édition de la journée Patients et Pharma, un événement pour créer un véritable espace de dialogue entre représentants de patients et industrie et qui aura lieu le 4 décembre 2025 à la maison à Trocadéro. Et chers auditeurs, je vous informe que cette journée s'écoutera aussi. On a prévu des épisodes exclusifs de ce podcast Cheminement qui seront enregistrés sur scène, en direct, pour donner la parole justement à des binômes de patients et industriels qui viendront raconter leur collaboration, leurs défis et parfois même leurs histoires d'amour professionnelles. Le thème de cette année, c'est les rencontres. Alors si ce sujet vous parle, rejoignez-nous. Alors Laure, ma première question est pour vous. L'association Patients en réseau et toutes ses déclinaisons, donc Mon Réseau Cancer du Sein, Mon Réseau Proche Aidant, œuvre pour une diffusion de l'information et pour favoriser l'entraide entre patients sur tout le territoire français. Ce sont des réseaux sociaux privés. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu la genèse de ces projets ? Oui, tout à fait. Effectivement, ça fait écho en fait à mon propre parcours. Donc, comme vous l'avez souligné, moi, je suis pharmacien de formation et pendant des années, on a beaucoup déménagé avec mon mari et mes enfants en France puis à l'étranger. Et il se trouve que moi, je suis tombée malade d'un cancer du sein à 39 ans au moment où en fait on changeait de pays entre la Pologne et la Turquie. J'ai été soignée en fait entre la France et la Turquie. Et en rentrant en France, j'avais 42 ans. J'avais bien avancé, on va dire, mon parcours de traitement. J'étais en hormonothérapie, comme vous le savez, c'est des traitements de long cours. Et du coup, je me disais, qu'est-ce que je vais faire après toutes ces années professionnellement ? Et l'expérience en fait de la maladie, alors en tant que patiente, mais j'avais été aussi aidante avant et puis je le suis toujours maintenant. Du coup, je me suis dit finalement, il y a 2 choses fondatrices. C'est que on avait besoin de gommer les kilomètres. C'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'en fonction de l'endroit où on habitait, qu'on soit à la campagne, en banlieue, dans une petite ville ou à l'étranger, finalement, on était très, très nombreux à ne pas avoir près de chez soi de soutien ou d'accès aux soins de support qui sont parfois proposés donc dans les centres de soins, mais aussi les grandes associations qui sont souvent aussi dans les grandes villes. Je me suis rendu compte que l'information, elle circulait assez mal. Et que finalement, on n'a jamais prévu de tomber malade.
Et donc, il y a plein de choses qu'on ne sait pas, en fait. Notamment, par exemple, comment notre peau va réagir au traitement. Et du coup, l'idée de ces réseaux sociaux privés, c'était en fait de faciliter l'échange entre pairs. Et on sait aujourd'hui combien ça peut être soutenant de pouvoir échanger avec quelqu'un qui a vécu le même type de traitement, de chirurgie, etc., qui nous permet de voir, en fait, demain, comment je vais pouvoir me ressentir, comment je vais pouvoir rebondir après cette épreuve de santé. Et donc, aussi, moi, j'étais très attachée à ce qu'il y ait une information fiable qui donne justement la parole aux spécialistes à travers des webconférences ou des brochures, etc., pour qu'en fait, je les retrouve quel que soit mon lieu de vie et de soins. Et donc, aujourd'hui, nous, on est sur différents champs, cancer du sein, du poumon, gynéco, colorectal. Et en fait, quand on regarde sur ces maladies qui concernent beaucoup de personnes, des hommes et des femmes, on a aussi des traitements tout à fait spécifiques qui vont avoir des retentissements sur la peau. Et je dirais un peu en écho avec votre introduction, on se dit que dans la vie, on a besoin d'être bien dans sa peau. Et finalement, être bien dans sa peau quand on est en traitement, c'est loin d'être une évidence. Et je crois que ce podcast va essayer d'y répondre. Alexandre, vous êtes confronté à cette réalité côté patient, mais aussi côté soignant. Pierre Fabre a créé le programme Act for Skin, je le disais en introduction, qui est dédié justement aux effets indésirables cutanés. Le constat de départ, c'est qu'entre 30 et 60% des patients en oncologie développent des toxicités cutanées. Oui. Alors, comme vous l'avez mentionné, c'est vrai qu'on travaille, le groupe Pierre Fabre a une spécificité, c'est-à-dire à la fois, et depuis la fin des années 80, il a développé des traitements pour le traitement des cancers, et en même temps, il y a des marques dermocosmétiques telles que Aven et Ducré, vous avez mentionné plus tôt. Donc, il y a une prise de conscience très rapide au niveau du groupe de l'importance de prévenir, prendre en charge et d'accompagner le patient dans toutes ces problématiques de toxicité cutanée. Et en fait, dès les années 2000, on a commencé à mettre en place un premier colloque qui réunissait les oncologues, des dermatologues pour justement aborder la prise en charge et l'accompagnement de ces toxicités cutanées. Et aujourd'hui, la création de ce programme Act for Skin est une forme d'aboutissement. Et l'objectif pour nous va être de chercher à la fois prévenir de ces toxicités. Et pour ça, ça veut dire informer au maximum les professionnels de santé. Les oncologues sont au fait, les infirmières qui travaillent dans les structures le sont aussi, les dermatologues. Mais on se rend compte que le parcours patient a beaucoup évolué au cours des dernières années. De plus en plus de traitements peuvent être pris à la maison. Et c'est vrai que notre but va être d'élargir un maximum cette formation sur à la fois reconnaître, mais également dans la gestion de ces effets indésirables. In fine, ce qu'on va aussi, parce que là j'ai beaucoup parlé de tout ce qui est professionnel de santé, mais à la fin c'est aussi le patient, parce que le patient est informé par le biais de l'hôpital, par le biais des associations, mais malheureusement certains patients passent un peu à côté de toutes ces structures-là, et l'objectif c'est aussi de leur mettre à disposition un maximum de contenu pour les accompagner dans ces gestions des toxicités cutanées. Alors justement, en parlant de professionnels de santé, j'avais 2 questions pour vous, Jean-Mathieu. La première, c'est est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces toxicités cutanées ? Et la deuxième, vous les patients, vous les voyez en consultation forcément. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce que ça a comme effet ? Est-ce qu'il y a des patients qui arrêtent ou qui décalent des traitements à cause de ces effets ? Oui, bien sûr, les toxicités cutanées sont sûrement les toxicités les plus présentes pour l'ensemble des traitements anticancéreux, quels qu'ils soient, que ce soit les chimiothérapies, notamment les chimiothérapies cytotoxiques, les thérapies ciblées, l'immunothérapie qui est actuellement le vent en poupe et qui finalement est quasiment proposée sur l'ensemble des cancers solides. On considère qu'on va avoir environ 70% des patients qui vont expérimenter un effet indésirable cutané. Donc c'est quand même extrêmement important et ces effets indésirables, comme d'ailleurs n'importe quel effet indésirable, peuvent être source évidemment d'inconfort, mais au-delà de l'inconfort, même être un motif d'arrêt du traitement et auquel cas on imagine à quel point ça peut avoir des conséquences à la fois sur l'évolution de la maladie, mais également sur le patient lui-même qui peut parfois même ressentir une sorte de culpabilité presque à expérimenter cet effet indésirable. Et les effets indésirables cutanés ont quelque chose d'extrêmement particulier. Quand vous êtes oncologue, on nous apprend
à grader nos effets indésirables selon CTCAE, mais pour jargonner un petit peu, donc ça va de 1 à 4, 1 étant léger mais présent, et 4 sévère avec quelque chose qui est extrêmement invalidant, qui peut aller jusqu'au préjudice fonctionnel, et en tout cas, dès le grade 3, on va à minima suspendre le traitement. Un grade 4, on va l'arrêter. Donc, c'est lourd de conséquences. Et ce qui est assez terrible, c'est que parfois la peau est considérée comme un organe, entre guillemets, moins noble que d'autres organes. Et ce que je regrette en tant que dermatologue forcément, mais même si on se met du côté du patient, parce que finalement, les conséquences peuvent être les mêmes, ça peut aboutir à l'arrêt du traitement, mais en plus, la peau, vous l'avez très bien rappelé, est un organe extrêmement particulier parce que c'est une enveloppe, c'est la limite entre nous et le monde extérieur, c'est extrêmement sensoriel, donc on ressent beaucoup de choses, et c'est un organe qui est aussi éminemment social. D'ailleurs, il suffit de le dire, quand on veut féliciter quelqu'un ou quand on prend contact rapidement, on lui dit « Oh, t'as bonne mine », ce qui veut dire qu'on est sur un organe social. La peau dit de nous, parle de nos émotions et indirectement parle de notre état de santé. Puis il y a aussi le peau à peau, je ne peux pas m'empêcher de penser à ça, mais pour les bébés qui est hyper important et qui va rassurer, donc ça passe par là. Exactement. Et finalement, la peau n'est pas qu'un organe fonctionnel. C'est un organe qui est véritablement psychosocial. Et elle est extrêmement importante. Et c'est dans cette dimension psychosociale que finalement, un effet cutané est très particulier. Parce qu'on peut le gérer de manière totalement fonctionnelle, comme on gérerait un effet indésirable d'un autre organe, mais il ne faut pas méconnaître cet impact psychosocial. Et d'ailleurs, par exemple, si on prend un exemple tout bête qui est la folliculite, qui est finalement cette espèce d'acné, même si ce n'en est pas une dans les faits, mais ces boutons qui arrivent sur le visage sous certains traitements, notamment les thérapies ciblées, eh bien finalement, vous vous apercevez que le retentissement sur les patients n'est pas du tout corrélé à l'expression, la violence de l'expression, entre guillemets, physique. Et parfois, il peut y avoir des atteintes minimes qui sont extrêmement mal vécu par le patient. On le rencontre aussi dans le cadre de l'alopécie avec les chimiothérapies, qui est quelque chose qui va s'améliorer une fois l'arrêt des traitements, mais pour autant, ça a un impact, et encore plus au niveau des femmes, à la fois sur l'image de soi et la féminité. Oui, et même parfois il y a l'alopécie, mais il y a aussi parfois juste apprendre à se réapproprier son corps, parce qu'on peut avoir des traitements il y a l'alopécie qui est connue, mais on peut aussi avoir des traitements qui vont aller modifier la texture des cheveux. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, la maladie fait que vous n'avez plus le même corps qu'avant. Alors, on sait qu'on peut expérimenter la fatigue, etc., ou mais avoir une modification des cheveux, avoir une modification de la pigmentation, c'est avoir une modification de qui vous étiez, de votre état antérieur. Et ça, c'est pas toujours évident. Et ça demande, même lorsque la maladie est contenue, ou même résolue, il y a des gens qui sont en réponse complète, et fort heureusement, finalement, la modification de leur physique avant demande une réappropriation, et c'est pas si évident. Oui, juste, je voulais rebondir un petit peu sur tout ce que vous avez exprimé. Je crois que c'est important de souligner finalement la prévalence, entre guillemets. Pratiquement tous les patients, hommes et femmes, concernés par n'importe quel type de traitement, vont avoir un retentissement sur leur peau ou leur fanère, donc les cheveux, les ongles, etc. Mais si on se concentre vraiment sur la peau, vous avez souligné, vous aussi en tant que dermatologue, vous allez recevoir les patients finalement avec des toxicités. Donc avec des personnes qui sont déjà vraiment très gênées par la situation. Et ce qui est aussi important, et c'est pour ça que je pense que c'est très intéressant de voir cette mobilisation Act for Skin, c'est que finalement, en tant que personne, on ne connaît pas forcément bien sa peau. Enfin, je veux dire, la peau, c'est pas un organe qu'on connaît très bien. Donc, on ne sait pas très bien si elle va bien ou pas.
on ne sait pas forcément si les traitements vont l'impacter et comment. Et donc finalement, ce qui est très dommage, c'est que souvent on s'en occupe pas avant que ça devienne une toxicité très gênante ou visible. Et c'est là où on doit faire tous ensemble des efforts, parce qu'en fait, vous l'avez dit aussi, l'impact psychosocial de ces effets indésirables est majeur. Vous parliez de ces folliculites. Typiquement, j'ai une promesse thérapeutique pour un cancer du poumon qui est complexe, avec une mutation. On me donne une thérapie ciblée, on me dit c'est formidable, ça va bien marcher pendant plusieurs années, vraiment, ça me redonne espoir. Mais si finalement, au bout de quelques semaines, j'ai des boutons partout sur le visage, mais aussi le torse, le dos, que je sois un homme ou une femme, ça m'affiche comme pas bien. J'ai du mal. Alors pour les femmes, on a quand même plus souvent la possibilité de se maquiller. Pour un homme, ça peut être aussi très gênant parce qu'on n'est pas habitué à camoufler éventuellement ce genre de choses. Mais ça peut être aussi les sécheresses de la peau, les grattages, tous ces inconforts. Et finalement, on ne sait pas très bien quoi faire au début. Moi, je pense qu'il faut vraiment qu'on travaille sur mieux connaître la peau et comment elle fonctionne. Finalement, en fonction du type de traitement, thérapie ciblée, immuno, hormonothérapie, etc., comprendre en fait que les médecins nous expliquent, finalement, le médicament, il va jouer sur la cellule cancéreuse, mais elle va faire ça sur la peau. Donc, entre guillemets, c'est normal de ressentir des évolutions. Mais du coup, j'ai peut-être des choses à changer dans ma routine d'hygiène, peut-être de prendre plus de soin de ma peau, peut-être mettre des crèmes, etc. Parce que, franchement, là, les mots émollients, machin, on ne sait pas ce que ça veut dire, en fait. Donc, il faut nous expliquer c'est quoi, comment je choisis tout ça. Et pour éviter au maximum ce que vous avez décrit, c'est-à-dire ces toxicités qui deviennent si majeures, si gênantes, si douloureuses, qu'on est obligé d'interrompre, voire d'arrêter le traitement. On parle de thérapies qui sont extrêmement prometteuses en termes je dirais, d'impact pour la maladie. Et on a beaucoup de patients, même avec des maladies avancées, qui vivent des années avec ces thérapies au long cours. Donc on a aussi une question de chronicité. C'est pas une poussée de bouton et après c'est fini. Il va falloir en fait gérer ce juste équilibre dans le temps. Et c'est aussi pour ça, je crois, qu'on doit tous ensemble beaucoup mieux travailler sur ces effets indésirables, parce que c'est dommage pour beaucoup de patients d'avoir finalement des interruptions ou de devoir arrêter leur traitement parce que ça ne va pas au niveau de leur peau. Et je soulignerai aussi qu'il ne faut pas qu'on oublie les muqueuses, qui sont très souvent oubliées et qui sont profondément impactées, avec parfois des difficultés aussi à prendre en charge les problèmes quand ils sont, j'allais dire, trop avancés. Les mucites, c'est un vrai sujet, notamment dans les chimiothérapies, avec finalement un inconfort majeur qui peut même aller jusqu'à la difficulté de la prise alimentaire. Donc c'est vrai que c'est extrêmement compliqué. Et finalement, dans tout ce que vous décrivez, on a quand même la sensation que le vrai travail, il doit commencer à l'initiation du traitement. Ne pas être toujours dans la réaction, mais se permettre d'être dans la prévention. Prendre le temps d'expliquer les potentiels effets indésirables et de créer, et pourtant je n'aime pas ce terme, mais une sorte de routine, entre guillemets, skincare si on veut, mais en tout cas, prendre soin de sa peau, parce que justement on a la connaissance de ce qui peut arriver pour limiter les effets indésirables, avec l'idée évidemment que un traitement préventif n'est jamais la promesse qu'un événement indésirable n'arrivera pas, mais en tout cas pourra en limiter la toxicité et le grade. Et ça, c'est, je crois, l'affaire de tous. Moi, j'aime beaucoup l'idée que quand on rentre dans la maladie, qu'on rencontre son oncologue, il va se créer un lien et ça doit être un partenariat. L'oncologue, ce n'est pas une parole qui est paternaliste et descendante. Il faut expliquer au patient à quoi il est exposé et lui proposer des solutions, des traitements de prévention. Vous parlez des émollients. Effectivement, les émollients, l'axérose, le prurite, et on sait que les deux sont quand même vraiment liés. C'est extrêmement important d'arriver à aller hydrater sa peau. On parlait des folliculites. Il faut que l'oncologue, ou encore mieux l'oncodermatologue, si on est impliqué d'emblée dans le parcours de soins, même si c'est pas assez le cas à mon avis, puisse aller prescrire par exemple des cyclines pour limiter tout ça et limiter l'impact. Mais je crois qu'il y a un vrai travail à faire en amont, avoir une vraie discussion et un vrai parcours de soins qui soit optimisé pour que le patient
patients se sentent vraiment accompagnés. Et surtout qu'on lui fasse comprendre que oui, c'est un effet indésirable du traitement et du traitement qui potentiellement le maintient en vie. Et qu'à côté, un effet indésirable cutané, un bouton, ça peut paraître ridicule, mais ça ne l'est pas et ça mérite d'être connu, ça mérite d'être verbalisé parce qu'on a parlé que ça pouvait être une souffrance psychosociale. On sait à quel point quelqu'un qui est dans la limite de comment il peut être bien parce qu'il doit affronter une maladie compliquée, mais quelqu'un qui est bien dans ses baskets, qui n'est pas en repli sur soi, qui n'est pas dans un repli psychosocial parce que, par exemple, il aurait une dermatose affichante, et bien finalement, c'est quelqu'un qui va avoir un tissu relationnel meilleur et qui va être plus armé pour affronter la maladie. Donc finalement, ce ne sont pas des petites choses et ce sont des choses qui méritent d'être considérées. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit point sémantique vocabulaire, s'il vous plaît, puisque vous avez posé la question justement émollient pour nos auditeurs. Est-ce que vous pouvez reprendre un petit peu les termes qui peuvent paraître jargonneux pour leur expliquer? Ça peut être un bon moyen de commencer par là. C'est vrai, émollients, ce sont des crèmes hydratantes, entre guillemets, qui vont permettre à la peau de ne pas avoir des pertes hydriques, de ne pas se dessécher. En fait, un des effets indésirables très classiques de l'ensemble des traitements anticancéreux, c'est la sécheresse cutanée. Et en fait, vous avez un petit peu des complications et des choses qui se lient entre elles, c'est-à-dire que plus vous avez la peau sèche, plus vous vous grattez, et plus vous avez envie de vous gratter, plus vous vous grattez, et le grattage va lui-même entraîner cette perte hydrique, donc la sécheresse, et comme ça vous êtes sur un cercle qui n'est pas du tout vertueux. Donc bloquer entre guillemets cette roue, c'est appliquer des émollients, mettre du gras entre guillemets sur la peau, mais il ne s'agit pas de mettre de la vaseline, c'est vraiment mettre véritablement un émollient, une crème hydratante adaptée. Et vous avez, c'est là l'intérêt aussi d'avoir une connaissance des dermocosmétiques et peut-être l'intérêt d'avoir soit des oncologues formés, soit l'implication des oncodermatologues, beaucoup de propositions en dermocosmétique. Et par exemple, si on prend le cas des émollients, eh bien finalement vous allez avoir les émollients entre guillemets classiques, et lorsque vous êtes sur des xéroses, donc des sécheresses extrêmement avancées, même on peut aller jusqu'à ce qu'on appelle l'hyperkératinisation, c'est-à-dire une peau extrêmement épaissie, eh bien, on peut augmenter des traitements qu'on va dire kératolytiques, donc pour enlever la corne, pour enlever cette espèce de couche extrêmement épaisse avec de l'urée. Donc tout ça pour expliquer que on a beaucoup de choses à disposition. Il faut en avoir conscience et il faut savoir les utiliser, s'autoriser à les utiliser. Je voudrais juste rebondir là-dessus parce qu'en fait, dans notre association, on parle finalement beaucoup de ces effets et on avait, il y a quelque temps, fait une petite enquête et en gros, 90% des personnes alors c'était beaucoup des femmes qui répondaient, parce que c'était un peu le début, on avait donc une majorité de patientes concernées par un cancer du sein, mais pas que. Et en fait, toutes disaient, donc à 90%, qu'elles avaient dû changer de routine. C'est-à-dire que la plupart d'entre nous, avant de tomber malade, on prend soin de soi, on se lave, on met de la crème, on se maquille, etc. Mais le fait même d'avoir des traitements pour un cancer faisait que finalement, ce que je faisais, entre guillemets, j'en voulais plus. Soit parce que je me sentais pas bien avec ces produits, soit finalement que j'avais une défiance peut-être nouvelle en me disant tiens, il faut que je fasse peut-être plus attention à la composition, etc. Mais le mot même de dermocosmétique, le fait même de se dire est-ce qu'il faut absolument que j'aille en officine, par exemple, chercher des produits, c'est quand même quelque chose qu'il faut qu'on rende plus compréhensible parce que on ne sait pas forcément qu'est-ce que ça veut dire en fait, c'est quoi la différence, est-ce que je peux avoir confiance, pourquoi on me recommande ces produits-là. Et je crois que c'est important qu'on soit aussi pédagogique là-dessus. Parce qu'on peut se dire, oui, mais c'est du business, machin. Bon, peut-être. Mais en fait, il y a vraiment des différences de composition qui vont correspondre à un effet indésirable ou une difficulté de la peau. Donc, on n'est vraiment pas du tout dans le même objectif de composition des produits. Donc là aussi, je crois qu'il faut qu'on clarifie un petit peu
qu'est-ce que ça veut dire, ces produits qui sont faits pour répondre à un besoin finalement de toxicité cutanée. Et donc, est-ce que je peux avoir confiance et finalement, donc la majorité des personnes vont avoir besoin de changer de routine pour prendre soin de leur peau, hygiène et soins, et éventuellement maquillage. Et je crois que ça aussi, il faut le décoder pour qu'on se repère mieux. Oui, exactement. Et puis une peau, votre peau est différente lorsque vous devez affronter un cancer ou pas. Et on est sur une peau qui est beaucoup plus vulnérable, beaucoup plus fragile. Et c'est pour ça que la dermocosmétique, contrairement aux cosmétiques classiques, est peut-être plus adaptée parce qu'elle est pensée pour ces peaux fragilisées. Et ça, c'est très important. Et ensuite, effectivement, oui, il y a des skincare qui doivent être modifiés. On parlait, par exemple, tout à l'heure de la folliculite au niveau du visage. On sait qu'un maquillage qui pourrait ne pas être adapté va aller obstruer les pores et va peut-être contribuer à davantage de problèmes. Donc, il faut vraiment considérer ces problèmes et considérer les options qu'on a, et notamment tous les dermocosmétiques qu'on a et qui ont toute leur place. Mais là encore, il faut savoir qu'ils existent et il faut prendre le temps d'en discuter. Et c'est pas toujours évident en consultation. Alors moi, je suis biaisé, je suis dermatologue, donc forcément, j'en parle. Et puis après, il faut aussi avoir les structures et le personnel autour. Par exemple, au CHU de Caen-Normandie, nous, on a la chance d'avoir une patiente partenaire, on a une IPA, on sait que derrière la consultation médicale, ces éléments vont être pris. Et ça, c'est quand même fondamental. Parce qu'en fait, vous pouvez, déjà, quand vous êtes médecin, vous avez beaucoup à dire aux patients lors d'une consultation. Et vous savez très bien qu'à un moment donné, vous en dites tellement que tout n'est pas entendu. Et que de toute façon, si quelque chose doit être entendu, ce sera probablement sur le traitement contre le cancer que sur la folliculite qu'on annonce. Parce que forcément, on a affaire à des humains et des humains qui entendent une nouvelle absolument terrible et tout ne peut pas être entendu tout de suite dans une consultation de 30 à 45 minutes. Et savoir que ces éléments seront repris derrière, eh bien finalement ça c'est extrêmement confortable et là encore, je reprends le terme de tout à l'heure, mais ça veut dire que on est vraiment sur un partenariat et c'est pas un médecin qui va traiter un patient avec une folliculite, mais c'est véritablement une équipe soignante où l'ensemble de ces éléments doivent être repris. Il y a 2 questions qui me viennent en tête sur ce que vous venez de dire. Il y a la question de la communication aux patients et j'en ai une pour vous. Mais avant, je voulais vous demander, Alexandre, donc on a compris la place des soins dermocosmétiques dans la prise en charge. Ma première question, qui est peut-être un peu naïve, est-ce qu'on peut les considérer comme traitement de support à part entière ? Et la deuxième, c'est justement comment vous travaillez avec des professionnels de santé pour intégrer les solutions au plus près des besoins cliniques ? Alors pour répondre à la première question, ce sont des soins de support à part entière, comme on peut avoir les soutiens psychologiques, la nutrition, la reprise d'activité physique. C'est quelque chose qui, dans l'arsenal de l'accompagnement du patient, est fondamental, au même titre que les autres. Après, je vais rebondir sur ce que vous avez dit juste avant. Aujourd'hui, où on est peut-être un peu en retard, c'est la dimension de prévention, malheureusement. C'est vrai que si on arrive à introduire, et je vais rester sur l'émollient, ne serait-ce qu'un émollient en tout début de traitement, ça permettra non pas d'empêcher l'apparition de certaines dermatoses ou toxicités, mais en tout cas de minimiser. Je vais rebondir sur ce que je vous partageais quand on préparait l'émission. Il y avait une étude très intéressante qui montrait la différence entre des groupes de patients qui n'avaient aucune routine avant les débuts des traitements par rapport à des gens qui avaient l'habitude d'avoir une routine. Eh bien, sur la population des gens qui avaient l'habitude d'avoir une routine de prise en charge de leur peau, beaucoup moins d'effets indésirables se sont manifestés. Après, pour revenir sur Pierre Fabre, comment on travaille ? La première chose qu'on a mis en place, on a mis un board dans lequel on retrouve des oncologues, dermatologues, on a pharmaciens, et associations de patients avec lesquels on essaye de travailler justement, et c'est ce qu'on essaye de mettre en place à l'heure actuelle, des recommandations pour la prévention, c'est-à-dire vraiment en amont pour minimiser l'apparition.
Il y a également un chantier qui est là depuis un certain nombre d'années, qui est travaillé avec les dermatologues pour la formulation des produits. Comme vous le disiez, c'est fondamental malheureusement, quand un cancer apparaît, qu'on débute une prise en charge, on ne va pas pouvoir continuer à utiliser n'importe quel type de cosmétique ou de produit sur le corps. Il faut faire attention à la formule, aux ingrédients qu'on a. Et on travaille en partenariat avec des dermatologues justement pour la formulation des produits. Et un autre point qui est clé, c'est de démontrer ou de montrer l'efficacité des produits. Pour cela, on a lancé des études, comme on en a fait justement sur la xérose en France, Espagne, Italie, pour montrer justement que dans le cadre de patients sous traitement oncologique, on arrive à minimiser ces problèmes de sécheresse et de démangeaison. Et l'autre question que je me posais, c'était donc ce que vous disiez sur la communication, Laure, et vous aussi, Jean-Mathieu. Effectivement, vous, côté médecin, il y a plein d'informations à donner, il y a plein d'informations qui sont perdues. Vous, côté association de patients, réseau, etc., vous avez tout mis en place pour que justement l'information soit diffusée. J'ai essayé, en préparant cette émission, de trouver des chiffres très précis sur combien de patients ont rejoint une association. Je n'ai pas trouvé ces chiffres-là, mais d'après ce que j'ai compris, il y en a quand même assez peu par rapport à l'ensemble des patients en France. Et du coup, c'est une question. Alors, on ne va pas y répondre en quelques minutes tous les trois, mais tous les quatre. Mais je me demandais comment on peut faire justement pour peut-être cranter sur la communication, pour que ce que vous disiez sur la peau, le fait nous, on connaît très mal la peau, et c'est aussi peut-être pour ça que si on était mieux, enfin, si on avait ces connaissances-là. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi à l'école, c'est pas des choses qu'on nous apprend, parce que c'est vrai que c'est très classique, puis surtout sur notre organe le plus grand et le plus important. Comment on peut faire pour mieux diffuser l'information auprès des personnes concernées et des proches aidants, et aussi ça m'a fait penser à autre chose, mais comme vous le disiez, il y a une chronicité, donc c'est pas pendant les traitements, c'est aussi longtemps après. Comment on fait pour vraiment prendre soin de sa nouvelle peau? Oui, je vais rebondir, si vous voulez, sur sur ce champ-là. Alors, les patients ne vont pas tous vers les associations de patients, déjà parce que souvent, on n'en leur en parle pas. Ça, c'est le premier truc, c'est qu'on ne sait pas que ça existe. Et puis, il y a beaucoup de personnes qui, au départ, ce n'est pas du tout leur préoccupation d'être dans une assoce, ou même il y a peut-être des freins. Tu dis, mais non, je ne veux pas aller parler avec d'autres patients, ça ne sert à rien, ou ça va me plomber. Donc, en fait, c'est quelque chose qui doit être proposé par l'équipe de soins, et ça, c'est pas toujours fait non plus. C'est pas toujours le médecin qui a beaucoup de choses à dire, mais ça peut être l'équipe, l'équipe de soins de support, les infirmières, le patient partenaire. Donc, je pense que il faut aussi se dire, et je pense que c'est particulièrement vrai pour la peau, que finalement, l'oncologue, oui, l'oncodermatologue, sincèrement, il y a quand même très peu de patients qui voient un oncodermatologue. Donc, bien sûr, formation de toutes les équipes de soins de support, des équipes d'hôpital de jour qui voient tous ces patients qui viennent en traitement chronique, etc. Mais n'oublions pas la ville. Vous avez parlé des thérapies ciblées. La thérapie ciblée, je vais chercher, ou mon hormonothérapie, je vais chez le pharmacien d'officine pendant des mois, des années, chercher mon traitement. Donc finalement, j'ai un contrôle, j'ai un suivi tous les X mois avec l'équipe de soins et l'oncologue. Mais généralement, c'est quand même une consultation où on va se concentrer sur l'évaluation de la maladie, est-ce que tout est bien stable, etc. Et donc finalement, les conseils autour de la peau passent souvent à la trappe. Donc, personnellement, je pense qu'il faut que l'oncologie, en général, s'ouvre sur la ville. Et en même temps, si on veut être juste, ça va être la même chose d'ailleurs pour ces thérapies ciblées, toutes ces chimio orales qu'on va chercher, ou hormonothérapie qu'on va chercher chez le pharmacien d'officine, il faut qu'on légitime finalement le conseil en officine. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait à force des formations, il faut que les pharmaciens d'officine soient dans la boucle des suivis. Alors typiquement dans les parcours coordonnés renforcés, dans les suivis à distance, dans certaines expérimentations pour des patients plus complexes, etc. On a même des applications mobiles qui permettent en fait de faire le lien entre les soignants du patient, de l'hôpital et de la ville. Ça, c'est hyper efficace, mais ça reste finalement assez peu utilisé actuellement. Mais ce que je veux dire, c'est que finalement, le pharmacien d'officine, je vais le voir, il est près de chez moi.
il a ses produits dermocosmétiques, sauf que moi, je vois un espèce de truc là où il y a plein de boîtes, plein de noms, je m'y repère pas forcément. Donc, il y a besoin d'un conseil. Et pour que je sois à l'aise avec le conseil du pharmacien d'officine ou de son équipe, il faut que mon oncologue ou mon oncodermato ou mon infirmière de pratique avancée, IPA, ça veut dire ça, ou l'infirmière de suivi, etc., m'ait redonné un document qui corresponde à mon traitement avec les conseils. Et que du coup, je me dise, oui, c'est bien chez le pharmacien d'officine, mais entre guillemets, ça va être en écho avec finalement l'expertise de l'oncologue ou de l'oncodermato. Donc j'ai besoin d'avoir confiance. Et mes spécialistes, ils sont à l'hôpital. Mais où est-ce que je vais trouver ces produits? C'est en officine. Où est-ce que je vais chercher ma boîte de beaucoup de traitements? C'est en officine. Donc, il faut qu'on favorise ce lien-là. Et je crois d'ailleurs que le groupe Pierre Fabre a vraiment un talent spécifique d'avoir ces deux branches, c'est-à-dire cette compétence onco, cette compétence dermato, cette compétence pharmacien d'officine, dermocosmétique. Donc, vous êtes un peu, j'allais dire, pionnier là-dedans. Et je crois qu'il y a vraiment quelque chose à faire pour que ces conseils, en fait, diffusent infiniment mieux et qu'on fasse beaucoup mieux dans la prévention, en fait. Puisqu'on ne va pas forcément éviter la toxicité, mais on va en tout cas réduire son impact et ça, c'est vraiment une promesse importante. Et votre étude est très intéressante, d'avoir une routine, ça aide, il faut avoir les bons produits et donc ça veut dire qu'il faut peut-être accompagner particulièrement les gens qui n'avaient pas de routine auparavant, en disant en fait c'est vraiment un nouveau geste qui peut vous aider pour mieux vivre avec votre traitement dans le long cours. Eh bien, ce sera un très beau mot de la fin. Merci à tous les trois. Est-ce que je peux vous demander si vous avez apprécié votre passage dans le cheminement? Moi, en tout cas, merci beaucoup parce que j'espère vraiment que cette information autour de la peau et son importance va diffuser largement grâce à vous. Avec plaisir. Merci beaucoup. Je pense que c'est un vrai sujet. C'est vraiment intéressant. Pour les patients, je pense qu'il y a des grands messages qui sont passés. Et je pense qu'autour de la table, on a trois professionnels impliqués pour les patients, mais de manière différente. Et ça, je pense que ça arrive à souligner qu'on arrivera à faire quelque chose de bien avec l'implication de tous. En tout cas, je trouve qu'on a eu des très bonnes... Vous avez eu des... Je n'ai pas eu d'idées. Vous avez eu des très très bonnes idées. En tout cas, merci beaucoup et ravi d'avoir pu partager ce temps sur un sujet qui est effectivement vraiment important. Mais on peut voir que depuis quelques années, il y a quand même une prise de conscience très forte et je pense qu'on est sur la bonne voie. Merci à tous les trois. Merci. Merci.